Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, La sagesse de l'énéagramme de Don Richard Rizzo et Russ Hudson. C'est bien plus qu'un livre, c'est une sorte de carte pour mieux se comprendre, un outil pour aller voir ce qui se cache derrière les masques qu'on porte tous les jours. Cette phrase de Cyril Connolly, elle est puissante, n'est-ce pas? Elle met le doigt sur quelque chose qu'on a tous déjà ressenti. Cette impression d'être un peu coincé, piégé par nos propres habitudes, par nos réactions automatiques, comme si on était prisonnier d'une partie de nous-mêmes. Alors, explorons un peu cette prison. Les auteurs, eux, l'appellent la personnalité. Mais attention, l'idée ici, ce n'est pas de dire que c'est ce qui nous sommes vraiment. C'est plutôt une sorte de carapace, une structure qu'on a bâtie au fil du temps, souvent pour se protéger. On a donc deux choses bien distinctes. D'un côté, la personnalité, le masque qu'on présente au monde, nos réflexes, nos mécanismes de défense. Et de l'autre, il y a l'essence, notre nature profonde, notre lumière, notre authenticité. En gros, la personnalité, c'est ce qu'on fait, alors que l'essence, c'est ce qu'on est. Rizzo et Hudson utilisent une image très parlante. Ils disent d'imaginer qu'on est des êtres de lumière, mais recouverts d'une sorte de croûte noire, un peu comme du goudron. Cette croûte, eh bien, c'est notre personnalité. Et elle finit par cacher ce qu'il y a de plus lumineux en nous. C'est la grande question, évidemment. Si on est recouvert par cette carapace, comment on fait pour voir à travers, pour retrouver cette lumière? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil pour ça, une sorte de carte. Et cette carte, c'est l'énéagramme. C'est important de bien comprendre ce que c'est. Il ne faut pas le voir comme un simple test de personnalité de plus qu'on trouve sur Internet. Non, c'est bien plus profond. C'est une carte dynamique qui nous montre nos blocages, oui, mais aussi les chemins pour s'en libérer. Pour faire simple, l'énéagramme décrit 9 grands filtres à travers lesquels on peut percevoir le monde. Chacun de ces 9 types correspond en fait à une stratégie principale que notre personnalité a mise en place pour avancer dans la vie. Alors là, on est au cœur du système. Chaque type de personnalité s'est construit autour d'un message, souvent reçu de manière inconsciente pendant l'enfance, et ce message a créé une peur fondamentale. Prenez le type 2 par exemple. Le message, c'était « ce n'est pas bien d'avoir ses propres besoins ». La peur qui en découle, c'est celle d'être indigne d'amour. Et c'est cette peur qui va devenir le moteur de beaucoup de ces comportements automatiques. D'accord, donc on a la carte, maintenant comment on s'en sert? C'est là que le vrai travail commence, le chemin de la conscience. L'idée, ce n'est pas de changer de personnalité, mais plutôt de commencer à observer, vraiment, comment on fonctionne. Cette citation de Rumi est juste magnifique. Elle dit tout. Les frottements de la vie, ces moments d'irritation, nos réactions un peu épidermiques, en fait, ce sont des opportunités incroyables. Ce sont justement ces moments-là qui nous permettent de polir notre miroir intérieur pour y voir plus clair. Et l'outil pour polir ce miroir, c'est ce que les auteurs nomment l'observateur intérieur. C'est cette capacité qu'on a tous en nous de prendre un peu de distance et de regarder passer nos pensées, nos émotions, nos impulsions, un peu comme on regarderait des nuages dans le ciel sans s'identifier à eux. Bon, alors concrètement, comment ça marche? C'est un processus simple en 4 étapes. 1. On remarque son pilote automatique qui s'enclenche. 2. On l'observe, juste on le regarde, sans se juger, sans se critiquer. 3. Et c'est le moment clé, on choisit de ne pas suivre l'impulsion. On résiste. Et 4. Dans ce petit espace qu'on vient de créer, on se reconnecte à l'instant présent. Et pourquoi faire tout ça? Les bénéfices sont immenses. On arrête de fonctionner comme un robot et on devient plus créatif. On peut créer des liens plus authentiques avec les autres. La vie elle-même reprend de la saveur. On répond aux situations avec tout ce qu'on est, pas seulement avec nos vieilles défenses. Et tout ça, ça nous amène au but ultime de l'aventure. Qu'est-ce qui se passe quand cette pratique de l'observation devient plus naturelle? Eh bien, on commence tout simplement à retrouver ce qui a toujours été là, juste sous la croûte. Cette phrase est tellement juste. Elle montre bien que le but n'est pas de se réparer comme si on était cassé. Non, c'est un processus complètement organique. Juste en amenant de la lumière, de la conscience sur nos schémas, ils perdent leur pouvoir et finissent par se dissoudre d'eux-mêmes. Et notre essence peut enfin émerger. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? D'abord, une vraie intégrité. On se sent plus unifié, plus entier. Les différentes parties de soi qui se faisaient la guerre commencent enfin à s'harmoniser. Ensuite, une authenticité profonde. Le masque tombe. On ose enfin être soi-même sans chercher en permanence à plaire ou à jouer un rôle. Et de cette authenticité, naturellement, naît la compassion. Parce qu'en commençant à accepter ses propres parts d'ombre, on devient tout de suite beaucoup plus capable d'accueillir celles des autres. Et finalement, on retrouve ce sens de l'émerveillement.
Une fois qu'on enlève les filtres de la peur, la vie redevient plus vivante, plus vibrante, presque miraculeuse. Pour finir, cette dernière pensée de Rumi, elle résume tout. Ce voyage n'est pas une quête pour trouver quelque chose qui nous manque au dehors. C'est un retour à la maison pour reconnaître ce qui a toujours été là, à l'intérieur. Et on peut terminer en se posant cette question. Que se passerait-il si on arrêtait de courir, de se fuir, et si on commençait, avec un peu de courage et beaucoup de curiosité, ce fameux voyage de retour à la maison?